Voilà, bonjour à tous. Merci pour votre intérêt. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ok. Voilà, donc une modeste communication qui fait partie à la fois de mes préoccupations un peu de fond et qui revêt pour moi une actualité finalement à l'occasion de ce colloque Didactifem. J'y reviendrai dans le mot de clôture. J'ai sauté de session en session et je le ferai encore aujourd'hui, donc je ne resterai pas jusqu'à la fin dans cette session pour un peu m'immerger dans l'ensemble, dans un maximum de problématiques. Et très franchement, ça donne le tournis de voir la variété des angles d'attaque, des niveaux traités, des méthodes. Et donc, je me suis souvent posé la question, travaillant dans le staff development, hein, dans la formation des enseignants ici à l'Université de Liège, est-ce que nous n'aurions pas intérêt à une certaine rationalisation de nos approches et de nos conseils aux enseignants? Et donc, la liste des critères de qualité, ben, ça fait partie un petit peu de cette préoccupation. Donc, un bref mot de contexte, hein, l'IFRES, c'est 65 formations qui sont données par an. Certaines formations sont données évidemment plusieurs fois. Il y a un volet quand même relativement important de ce qu'on appelle la technopédagogie ou ce qu'on peut appeler aussi les technologies pour l'éducation. Et donc, nous sommes amenés à former des enseignants, à les aider à opérer des avancées dans leur développement pédagogique ou leur développement professionnel selon les auteurs. Donc, ça signifie les amener, les inviter à changer leur pratique et particulièrement modifier leur pratique parfois, enfin, dans un certain nombre de formations en rapport avec les technologies de l'information et de la communication au service de l'enseignement. Et on peut se poser la question comme formateur, et certains participants à nos formations nous renvoient aussi la question, est-ce un progrès? Est-ce qu'il faut vraiment faire avec ces technologies? Euh, voilà, donc j'ai repris une phrase récente d'un philosophe français qui s'est un petit peu aventuré en politique récemment, hein, François-Xavier Bellamy, qui dit rien n'est en soi un progrès. Nous ne pouvons parler de progrès qu'en rapport avec ce que nous considérons dans l'absolu comme un bien. Alors, excusez cette petite parenthèse philosophique, mais je pense que c'est vraiment important parce que ça nous force à nous poser la question en tant que formateur d'enseignants, qu'est-ce que le bien pédagogique? Qu'est-ce que le bien pédagogique? Et ce qui est absolument vertigineux dans un colloque tel que celui-ci, c'est de voir que le bien est extrêmement éclaté, émietté, faisant l'objet finalement de multiples approches, de multiples angles, de multidimensions. Alors c'est beau en même temps, cette efflorescence, mais à certains moments, quand on a en face de soi des enseignants qui sont aussi en demande, disons, d'informations, de conseils, de suggestions, il faut quand même se poser la question, comment est-ce que je mets un peu de l'ordre là-dedans et quelles sont les priorités que je place. Et donc, je me suis mis en quête dans la littérature, est-ce qu'il y a des gens qui sont assez fous pour proposer un bien pédagogique qui soit compréhensible et qui soit utilisable par des enseignants. Et c'est le résultat un petit peu de ces petites recherches que je vous livre ici. Alors, quel bien? Où trouver ce bien pédagogique si l'on veut éviter l'approche tendance par rapport aux technologies, par exemple? Il faudrait à tout prix utiliser les technologies et on sent qu'on est parfois poussé dans ce discours-là, hein, que c'est vu particulièrement en période de coronavirus comme vraiment le Graal finalement. Comment fait-on pour trouver ce bien pédagogique ou pour attirer l'attention des enseignants sur ce bien pédagogique?
dans une démarche qui dépasse aussi l'effet presse-bouton. C'est un petit peu le danger de formation à des outils technologiques et on arrive finalement à quelque chose d'assez oui, d'assez technophile et un peu presse-bouton. Donc, voilà, où faut-il aller chercher ce bien pédagogique? Où pourrait-on aller chercher ce bien pédagogique? Un bien qui soit non éclaté, ou moins éclaté, et qui quitte un petit peu l'anecdote ou la recherche spécifique dans laquelle on a mis beaucoup de soi, mais qui finalement définit disons, un territoire qui est finalement assez étroit. Et donc, quels pourraient être ces biens pédagogiques qui pourraient nous servir de boussole pour les définir, pour les repérer dans la littérature? Il faudrait peut-être partir en quête de ces boussoles avec 2 ou 3 caractéristiques. Alors, je pense qu'une première caractéristique de ces biens pédagogiques, ça pourrait être qu'ils se présentent explicitement comme la résultante, voire la synthèse d'un travail académique opéré sur une quantité importante de travaux antérieurs. Donc, ça va être un de mes premiers critères d'inclusion. Vous voyez, j'essaie chaque fois moi-même de rattacher mon effort théorique à d'autres théories. Vous voyez ici un modèle très récent, ça date de l'an passé, de Brandgruel, qui dit que si on veut parvenir à, c'est un modèle très générique, si on veut parvenir à l'acceptation d'une innovation pédagogique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il faut tenir compte de 3 éléments qui sont évidemment le contexte de mise en œuvre, la perception des acteurs et, c'est le 3e point qui m'intéresse avec cette première caractéristique de ce que je recherche, des évidences scientifiques. Donc il faudrait que ce bien pédagogique qui pourrait nous servir de boussole ait cette caution académique. Le 2e critère d'inclusion, d'exclusion serait que ce bien pédagogique parle à un niveau de vocabulaire intermédiaire. Et là, je vais chercher chez Roche un petit peu ma propre caution. Roche a fait des études en psycholinguistique sur le fait qu'on utilise dans la plupart des conversations un registre qu'elle dénomme basique. Sa caractéristique est de se situer entre un niveau majeur, par exemple des visées ultimes d'enseignement, la citoyenneté par exemple, et un niveau mineur, par exemple des outils ou des méthodes concrètes. Donc un niveau intermédiaire entre ces deux niveaux. L'insigne avantage de ce niveau est que dans un travail avec des enseignants, il peut prétendre à une certaine universalité. Par exemple, peut se mettre un peu en surplomb de toute une série de communication très intéressante qu'on entend dans le colloque, mais qu'on sent extrêmement centré sur un espace local, sur un contexte assez étroit. Donc ce niveau basique peut prétendre à une certaine universalité tout en se prêtant à des formes de différenciation et de contextualisation. Les enseignants peuvent s'en servir et les matérialiser de façon différente. Donc, vocabulaire intermédiaire. Et puis, une amplitude raisonnable, c'est ce que j'appelle aussi les facteurs cognitifs à la suite de Leclerc. Ce bien pédagogique devrait être transportable. Ça signifie qu'à l'issue d'une formation où on en a parlé, où on a invité peut-être les profs à regarder leurs pratiques avec ces boussoles, les profs puissent partir avec, qu'ils aient été transformés, si vous voulez. Et donc, il faut pour cela, comme facilitateur cognitif, que ce bien pédagogique se présente en nombre restreint. Et là, j'appelle Miller, 56, mais il me semble que c'était 69, je ne sais plus, avec The Medical Number 7, qui dit que si on veut transporter quelque chose cognitivement avec soi, il faut qu'il ne soit pas trop complexe, qu'il ne soit pas en trop grand nombre, que les éléments qui le composent ne soient pas en nombre excessif. Pourquoi? Parce que ça va en faciliter la mémorisation, la mise en mémoire à long terme et donc la permanence à la fois pour les formateurs et les formés, et ils auront toujours cette boussole avec eux. Et c'est probablement intéressant pour des formateurs d'enseignants de se poser la question, mais quelles peuvent être les boussoles avec parfois des gens qu'on ne reverra plus jamais?
Alors, candidat numéro 1 qui présente l'ensemble donc de biens pédagogiques, qui présente ces 3 critères d'inclusion, qui répond à ces 3 critères d'inclusion. Le modèle de Calancis et Cope, qui s'intitule An Agenda for New Learning and Assessment, 7 Principles. D'accord ? Alors, c'est un modèle qui se présente comme étant un modèle de New Learning. Il y a évidemment là-dedans beaucoup de choses qui sont vieilles comme le monde, mais il a l'intérêt de se présenter en 7 éléments, de se situer à un niveau de vocabulaire dit basique selon Roche, et il repose aussi sur une étude de la littérature, d'où ces 2 fous de Calancis et Cope ont eu l'ambition ou la prétention de ressortir avec une forme de 7 principes universels. Ubiquitous learning, recursive feedback, multimodal meaning, particulièrement bien adapté à des supports multimédia, apprentissage actif, souci de la collaboration, collaborative intelligence, métacognition et tout ce qui concerne la personnalisation. Voici un bien pédagogique qui a une petite prétention universelle, donc à l'aune duquel on peut voir un certain nombre d'initiatives des profs en leur demandant « mais tiens, est-ce que ton cours contribue, participe, réussit le New Learning ?» Deuxième candidat qui répond à mes critères, Chickering et Gamson, Good Practice in Undergraduate Education, qui définissent également 7 biens pédagogiques. Encourager le contact entre l'étudiant et les profs, développer la coopération entre les étudiants, encourager l'apprentissage actif, donner des feedbacks, insister sur le temps qu'on passe à la tâche, fournir de hautes attentes, puisque contrairement à ce que beaucoup croient, les pédagogues sont là pour dire aux profs, vous devez avoir des attentes de haute maîtrise de la matière, et toute la pédagogie est tournée vers ça, respect des talents, et là vous retrouvez la différenciation. Ce qui est intéressant aussi avec ces modèles qui ont une prétention universelle, c'est quand vous en alignez 3 et que vous voyez que les profs voient qu'ils se recoupent, ça a quand même une force argumentaire importante. Dernier modèle que j'ai trouvé et qui répond à mes 3 critères, First Principle of Instruction, Merrill, avec un super critère qui est fournissez un problème, une tâche complexe, puis le principe d'activation, activer les connaissances préalables, le principe de démonstration, le principe d'application et le principe d'intégration qui concerne plutôt les questions de transfert. Alors, on peut aussi s'intéresser, évidemment, tous ces auteurs disent, voici un bien pédagogique, j'ai regardé la littérature et j'en ai ressorti ces 7 principes, ou ces 4 principes. L'intérêt est aussi dans la comparaison à laquelle je me suis prêté. Concentrons-nous sur la colonne 1, 2 et 5, et vous voyez effectivement que cet universalisme auquel chaque modèle prétend, eh bien, se retrouve même quand on les croise. Puisque, par exemple, un enseignement efficace pour Chickering et Gamson, c'est favoriser la coopération entre étudiants. Pour Calancis et Cope, leur Agenda for New Learning, c'est la collaborative intelligence. Et pour Merrill, tiens, là, il n'y a pas d'insistance particulière sur learning is promoted when. Okay. Vous voyez cependant que Margarian, en 2015, quand elle analyse 79 MOOC, le fait à l'aune d'un modèle de bien pédagogique, et elle ajoute 6, je crois, ou 5 principes, dont celui de la collaboration entre étudiants. Favoriser l'apprentissage actif, vous voyez que les 3 modèles y insistent. Ce qui concerne le feedback, Merrill n'en parle pas, mais Margarian l'amène. Le contact étudiant-enseignant, j'ai placé cela à un autre modèle, mais que je n'ai pas finalement retenu parce qu'il était surtout centré sur les questions de motivation. Donc, vous voyez que le contact étudiant et enseignant ne reçoit d'insistance que de Chickering et Gamson.
Puis, vous voyez, oui, c'est tout ce qui concerne l'engagement d'entrée de jeu dans des problèmes, dans des situations à problème. Et vous voyez que là, seul Merrill en fait une espèce de portique très générale. Et puis, intéressant aussi, vous voyez qu'il reste un gisement de principes pédagogiques, de biens pédagogiques, qui sont amenés par des auteurs, mais qui ne trouvent pas d'écho dans les travaux des autres. Ce qui est intéressant à observer aussi. Voilà, j'ai terminé ma présentation.